rossignol, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub. L'émission Aracoy, qui va vous causer ce matin dans le poste des Pissarro, la famille Pissarro à Pontoise, parce que si vous voulez, même si vous ne le voulez pas, puisque vous nous écoutez, vous aurez droit. La semaine dernière, ma camarade Piquécou et ma pomme, nous sommes allés à Pontoise pour une exposition sur la famille Pissarro. Voilà. Hein? Bon. Et donc, on vous en a rapporté, évidemment, une émission, quoi. Rien que ça, hein? Hein, Domino? Tout à fait. Bah, Domino, c'est Dominique. Dominique, c'est Piquécou. Piquécou, c'est Esther. Et Esther, c'est... Bref, c'est toute une famille, quoi. Elle toute seule. Bon. Pour un regard en marge sur l'art, voilà. En fait, c'est ça qui nous réunit. Et aussi une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Et comme je le répète toutes les semaines, avec une conviction qui ne subit pas d'altération notoire. Là, on a un boulevard. Si c'est difficile de parler d'art, en tout cas de politique, c'est un peu moins difficile. On peut dire n'importe quelle connerie. On ne sera jamais à la hauteur de nos politiciens. Bon, une petite citation pour la route concernant justement... elle est de Camille Pissarro. C'est une... Bref, bon. Allez, j'y vais. Il n'y a plus que la spéculation qui fait les noms et donne la gloire. Quelquefois la fortune et souvent la misère. Pissarro était une pythonisse, hein, parce que bon, il a dit ça il y a plus de 100 ans, 150 ans. Il y aura bientôt 200 ans. Et on y est toujours, hein, c'est toujours la même chose, on spécule. L'art on subit des spéculations invraisemblables, qui fait effectivement des noms et donne la gloire. Quelquefois la fortune, on en connaît quelques-uns, mais pour la grande part, c'est la misère. Voilà. Moi je dis bonjour à tout le monde et je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales.
pigeon s'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France. Et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense. Maréchaux assassins, sur vos bustes d'airain, vos poitrines superbes. Vos médailles ne sont que fientes de pigeons, de la merde. Un enfant est venu au pied de la statue du maréchal de France. Une envie naturelle l'a fait pisser contre elle, mais en toute innocence. Maréchaux assassins, le môme, mine de rien, a joliment vengé les enfants et les mères que dans vos sales guerres vous avez massacrés. Un clodo s'est couché une nuit juste au pied du maréchal de France. Ivre mort au matin, il a vomi son vin dans une gerbe immense. Maréchaux assassins, vous ne méritez rien de mieux pour vos méfaits que cet hommage immonde pour tout le sang du monde par vos sabres versés. Un couple d'amoureux s'embrasse sous les yeux du maréchal de France. Muet comme un vieux bonze, il restera de bronze, raide comme une lance. Maréchaux assassins, l'amour ne vous dit rien, à part bien sûr celui de la patrie, hélas, cette idée dégueulasse qu'à mon tour je conchis. C'était Renaud qui interprétait La Médaille. Oui, Renaud, magnifique chanson. Renaud dans ses œuvres. Voilà, c'est encore une fois, et j'espère pour la dernière fois, en tout cas, pour nous, oui. Un petit coucou à Cabu, qui adorait l'armée, comme vous le savez, et qui a été gâté ce week-end, avec la commémo qu'il y a eu encore une fois de plus à la Bastille. Ah non, à la Nation. À la République. Oui, à la République. Oh, je me mélange les crayons et tous ces machins de merde. Pardonnez-moi ce langage trivial. Voilà, oui, encore un dimanche pluvieux, froid. Ou alors les pétaradeurs habituels de la politique politicienne. Avec le petit père, là, le petit pépère en tête de tout ça, là, celui qui loge sur un grabat au palais de l'Élysée, là, on dirait François. Oui, avec évidemment tous les épouvantails de service, Johnny Hallyday, etc. Voilà, bon. On était vraiment dans une espèce de un gros caca qui sentait pas très bon. Voilà, avec tous ces gens qui invoquent, si vous voulez, les mâles de tous ces jeunes, moins jeunes, mais jeunes dans la tête, qui ont été massacrés par des espèces de fondus de Dieu, voilà. Victime, comme dit le canard, dommages H-O-2-M-A-G-E-S collatéraux. Voilà, Cabu, mais pas que Cabu. Hein. Disons que Cabu est un peu emblématique, puisque c'est viscéralement antimilitariste depuis la guerre d'Algérie, où il avait été traîné contre son gré, ses guêtres pendant 2 années, voilà, peut-être plus, même je sais plus. Enfin, où il a pu se rendre compte de ce qu'était l'armée d'Algérie, qui a massacré du bougnoul à tout va, voilà. Alors ça lui était resté vraiment en travers, et il a immortalisé, si vous voulez, ça avec l'adjudant Cronenbourg, comme il a immortalisé la connerie de nos contemporains avec le beauf, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Je sais pas, j'ai pas trop envie de parler de tout ça en plus. Je le fais parce que bon, j'aimais bien ces gens-là que j'ai connus dans mon adolescence à travers Harakiri d'abord et puis Charlie ensuite. Voilà,
à l'époque où il n'y avait pas encore Val, parce que j'ai arrêté de lire tout ça. Je dirais pas quand Val est arrivé, mais pratiquement, quoi. Voilà, de m'y intéresser en tout cas. Et là, c'est la récup finale, quoi. Hein, la récup finale, voilà, ils sont, je veux dire, on leur remet même des médailles, hein, la Légion d'honneur. Non, vous imaginez Cabu avec une Légion d'honneur. Alors qu'ils sont même pas là pour pouvoir la refuser. Ouais, tout à fait, voilà. C'est Ciné qui a poussé une gueulante encore. Parce que il avait deux obsessions, si on peut dire ça, Cabu, de tête de Turc. C'était donc l'armée, en l'occurrence par l'intermédiaire de l'adjudant Cronenbourg, et Johnny Hallyday. Qui il disait à son propos, ça fait 50 ans qu'il nous vérole les tympans, et je suis absolument d'accord avec lui. Je n'ai jamais écouté du Johnny Hallyday quand j'étais adolescent. On écoutait Elvis Presley, on écoutait comment dirais-je, les Comets, on écoutait des choses comme ça, mais on n'a jamais écouté ce chanteur, ce beugleur là, ce Minet, avec tous les gens de sa génération, les yéyés comme il disait. Voilà. Alors que évidemment Sarkozy disait, lui, je connais les paroles de ses chansons mieux que lui. Il est les chansons de Johnny Hallyday, hein. C'est pas de Johnny Hallyday d'ailleurs, parce qu'il était incapable d'écrire 2 lignes et encore moins d'aligner une note de musique après l'autre. Voilà. C'était un mec qui chantait, qui gueulait, quoi. Il a été, je pense, promu premier chanteur de l'Hexagone pour les jeunes. C'était de la récup, en fait. C'était pour pouvoir récupérer, si vous voulez, une jeunesse qui était un petit peu, quand même, contestataire déjà, à travers ses blousons noirs, etc., etc. Voilà. Bon. Johnny, c'est le dernier tabou, disait aussi Cabu, on n'a pas le droit de dire du mal de lui. Voilà. Non, il y a quelque chose qui fonctionne plus, qui n'a jamais fonctionné. D'ailleurs, faut pas se jouer de la mandoline. Hein. Non, il y a toujours eu des cons de cet acabit. Il y en aura toujours. Ils sont quand celui. Avant, il y a eu Chevalier aussi qui était un fameux. Voilà. Oui, il a pris la relève, Johnny. Hein. Et puis voilà, on est content. Alors évidemment, Chirac aussi l'aimait beaucoup. J'appréciais énormément sur le plan humain, sur le plan artistique. Johnny Hallyday, son immense talent. Voilà. Non, vraiment là, on marche sur le cul. Hein. Voilà. La Légion d'honneur à Cabu, voilà, le ruban inventé par Napoléon juste après avoir liquidé ce qu'il restait de la Révolution pour se proclamer empereur. Cabu ne l'aurait bien sûr jamais accepté. Ouais, un hochet. Napoléon disait qu'il fallait donner des hochets. Ouais, à l'instar de Courbet, Maupassant, Ravel, Sartre, Camus, Berlioz, Daumier, Aimé Césaire, Edmond Maire et aussi Jacques Bouvresse, François Fressos, Marie-Ève Malouine, Annie Thibault, Moni, Tardy, Thomas, Piketty, etc., etc. Il aurait envoyé se faire voir ailleurs ceux qui ont voulu ainsi lui faire honneur. Voilà. D'ailleurs, une anecdote, parce que je lis le Canard, là, hein, heureusement qu'il existe celui-là. Je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais quand même, en gros, oui. En 1933, Maurice Maréchal, le fondateur du Canard, j'ai acheté le Canard, il était encore vivant, hein, aussi, voilà. Sermonna ses collaborateurs de journal, Pierre Cise, parce qu'il venait de recevoir ce hochet. Celui-ci s'était justifié en arguant qu'il ne l'avait pas demandé. Alors Maréchal, là c'est tout ça fait le Canard. Maréchal avait illico rétorqué, encore fallait-il ne pas la mériter, et avait viré Pierre Cise. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai pendant ce temps-là? Il y avait des copains qui se faisaient casser la gueule à Notre-Dame-des-Champs. Des Landes. Des Landes, oui, pardon, Notre-Dame-des-Champs. Notre-Dame-des-Landes, voilà. Toujours les mêmes, qui sont toujours au charbon. Hein, alors, la France qui a organisé la COP 21, 195 chefs d'État qui se sont réunis pour parler de l'avenir de la planète, l'avenir environnemental, écologique de la planète, ce pays qui a accueilli avec ses politiciens à la noix, là, qui se targuent d'avoir organisé tout ça, dans ce pays-là, on continue à vouloir faire un aéroport qui servira à pas grand-chose, mais qui va bouffer des hectares de terre, de bonnes terres arables, et
et qui va virer des paysans, 11 familles plus 4 familles d'agriculteurs. Voilà, c'est ça l'écologie vue par nos politicards de droite comme de gauche. Ouais. Il y a pas Et on est quand même en pleine trêve hivernale normalement. En plus, voilà. Alors, rajouter. ouais. Alors, je pense que je suis assez fier, je crois que ça veut rien dire, c'est vraiment des formules à la con, mais de tous ces copains qui sont allés geler le cul là-bas, qui lâchent rien, qui se battent toujours, voilà, pour une planète où il fera bon respirer, quoi, et ça commence ici, tout de suite. D'ailleurs, Piquet-Coup, dans son paplard, va vous en causer, va vous en parler, vous en dire une bien bonne en tout cas, et qui va toujours dans le même sens. C'est un truc complètement con, hein, mais alors là, de chez con, hein, encore une fois, il y a de quoi se les prendre et se les mordre. Hein. Bon. Ouais, sauf qu'avant, je voulais quand même rajouter ce que tu me disais au bistrot par rapport à Charlie Hebdo, que le comble du comble aussi, c'est que hier soir, tu me disais qu'à l'émission 28 minutes, pour représenter Charlie Hebdo, qui était invité, Philippe Val. Alors là, effectivement, comme foutage de gueule. Alors ça, il y avait 3 pointures hier soir dans cette émission 28 minutes, qui est vraiment une émission de bobo, hein, avec sa présentatrice Coinsos. Voilà, Val, qui défendait l'instruction civique, qui chargeait le dos des enseignants d'une manière éhontée, enfin bref. Si bien que la présentatrice, qui est quand même pas une révolutionnaire, hein, elle lui a demandé à un moment, mais c'est bien vous qui étiez directeur de Charlie Hebdo, quoi, tu vois. Ça l'a pas dérangé du tout, hein, il a plané il a éludé la question à sa manière, quoi, vous voyez, à sa manière de faux cul, voilà. Voilà. Donc moi, ma petite citation, parce que Robert maintenant toutes les semaines me trouve une petite citation, donc faut pas que je l'oublie. La voici: c'est à la campagne qu'on apprend à aimer et servir l'humanité. On n'apprend qu'à la mépriser dans les villes. Une citation de Jean-Jacques Rousseau. Alors mon papier effectivement continue sur les ZAD. C'est une nouvelle ZAD, une zone à défendre. C'est un site de 500 hectares qui est situé à 30 km de la capitale, un site qui est inscrit à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ce site est menacé. Il est situé à Tivernon-Grival et c'est le PSG qui est cette fois aux manettes et qui prévoit de s'y installer. Il prévoit d'y installer en fait 18 terrains de football, un stade de 5000 places, un parking de 1000 places, tout ça pour une enveloppe globale de 300 millions d'euros. Alors le club cherche à déménager pour s'agrandir et l'angle sur ce domaine qui appartient pour l'instant au ministère de l'Agriculture. C'est le site qui abrite l'Institut national agronomique de Grignon et c'est un lieu remarquable, chargé d'histoire. Il y a un château Louis XIII classé au titre des monuments historiques, il y a l'école d'agriculture, il y a les dépendances, il y a les jardins, l'arboretum. Et c'est également un des sites paléontologiques parmi les plus prestigieux du monde. Depuis 250 ans, effectivement, le gisement fossilifère de Grignon est chargé d'une longue histoire. Donc elle est très étroitement liée au développement de la géologie en Europe et les travaux d'illustres auteurs comme Linné, Lamarck, Cuvier, Brognard ont immortalisé Grignon à travers le monde. Avec plus de 1200 espèces d'invertébrés marins fossiles, la richesse de Grignon en fait le gisement le plus riche au monde pour toute l'ère tertiaire, c'est-à-dire une période comme de 66 millions d'années. La qualité de conservation des coquillages fossiles est rarissime. Et après 45 millions d'années, ces fossiles conservent encore leur coloration et leurs ornementations. Et ceci classe donc Grignon dans la catégorie des gisements à préservation exceptionnelle. Le site de Grignon est aussi un outil d'éducation scientifique. Il permet d'enseigner donc différentes facettes des sciences de la vie et de la terre à un public tant scolaire qu'universitaire. Donc l'État devrait quand même, dès à présent, garantir sa protection et sa valorisation scientifique et pédagogique dans sa vocation actuelle et quel que soit son avenir proche ou lointain. Alors le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d'Île-de-France a adopté une motion le 26 novembre 2015 qui demande la protection et la valorisation scientifique et pédagogique du lieu pour les générations futures dans sa vocation actuelle.
Pour l'instant, il y a encore 650 vaches qui paissent sur ce terrain. À l'entrée il y a une boutique qui propose donc d'acheter du lait, du beurre, des yaourts faits sur place. Et on se demande si dans quelques années, la boutique ne pourrait pas plutôt vendre des maillots, des peluches et du shampoing aux couleurs du Paris Saint-Germain. Voilà, donc la prestigieuse école d'ingénieurs devrait en effet s'installer en 2019, donc celle qui est actuellement sur le site, sur le futur pôle scientifique de Paris-Saclay, ce qui laisserait ce terrain libre donc de 500 hectares, quoi. Donc voilà, si on préfère voir effectivement des footeux venir cavaler partout et voir le sol bétonné, voilà ce qui risque d'arriver. Ouais, alors on pourrait dès à présent avertir nos camarades qui se battent pour que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne s'installe pas là-bas, justement, qui se battent depuis des années contre un projet pharaonique qu'on doit à Hérault, le maire du coin, là, le maire de Nantes, je crois, une espèce de foutu politicard biaiseur, voilà, et voilà le futur chantier, camarades, qui est aussi quelque chose d'énorme, vous voyez, avec tout ce que vient vous détailler Piquet-Coup sur le contenu de ce domaine. Ouais. Voilà, et pour tout ça, parce que il y a un club de foot, non mais bon, enfin bon, faut pas que je sois trop trivial, mais bon, voilà, pour du foot, des mecs qui vont taper dans un ballon, qui vont foutre en l'air 500 hectares de nature vraiment exceptionnelle, avec un site, comme le dit Picou, paléontologique, un château du 13e, enfin, des choses, voilà, pour faire des terrains de foot. Non mais, où on est là? Où on est? Le foot, qu'est-ce que c'est? C'est un gros tas de boue, le foot, ça sert à rien. Ça sert qu'à brasser des millions, qu'à faire des joueurs vedettes, là, complètement débiles, qui sont pas capables d'aligner 2 mots sans dire 3 conneries. Voilà. C'est avec ça qu'on va construire une société, non mais, enfin. Alors, il y a déjà une pétition, Robert, quand même, qui a recueilli 7000 signatures, donc c'est pas encore fait. Ouais. Mais quand on lit les commentaires, effectivement, il y a, même au niveau de la mairie, les gens sont pas du tout si critiques que ça, parce que ce qu'ils voient, c'est les pépettes que ça pourrait ramener. Voilà. Donc, encore, voilà, quand on a des arguments financiers, effectivement, il y en a qui disent, oui, on pourrait voir peut-être des Cadillacs arriver dans le village. Voyons. Donc la prise de conscience reste encore à faire. Oui, tout à fait, oui, parce qu'on est toujours les mêmes imbéciles heureux là, qui aiment comme les pies et voleuses, ils aiment le clinquant, toutes les choses qui brillent, et surtout le son des pépettes. Vous voyez, c'est ça, là, c'est une musique irrésistible pour la plupart des cons qui vivent sur Terre. Les voyous ont les mains bien trop blanches, c'est pas eux qui casseraient des cailloux. Ils marchent en s'appuyant sur les hanches, avec de la mollesse dans les genoux. Laissez passer les voyous, v'là les grands voyous. Ils font le commerce des cartes postales, où on voit des dames peu habillées, ou bien du côté de la place Pigalle, ils jouent les grands calmes énervés. Laissez passer les voyous, v'là les grands voyous. Ils sont bien souvent d'humeur méchante, faut pas leur écraser les doigts de pied. Surtout si vous faites 1m50 et 40 kilos tout habillé. Laissez passer les voyous, v'là les grands voyous. Parfois en période électorale, ils se transforment tous en écoliers pour aller à l'école communale, voter plusieurs fois sans rechigner.
Laissez passer les voyous, v'là les grands voyous, allez, allez, dans l'air. Mais tout n'est pas rose dans leur vie. Ils se tuent entre eux au coin des rues. Rien dans la rubrique nécrologie. On lève le trottoir et rien de plus. Laissez passer les voyous, v'là les grands voyous. V'là les grands voyous, v'là les grands voyous. Oh, bonjour monsieur. Oh, vous savez, moi je suis un tout petit voyou, hein. Oh Voilà, c'était Philippe Clay qui interprétait les voyous. Oui, vous écoutez Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub. L'émission hors racaille qui va vous causer tout de suite dans le poste des Pissarro à Pontoise. Ça va nous permettre de respirer de l'air un peu plus pur que celui avec les news qu'on vient d'évoquer là, qui puent vraiment beaucoup. La Pontoise, petite ville médiévale, voilà la vallée de l'Oise qui a connu, si vous voulez, pratiquement la naissance de l'impressionnisme, voilà, avec cette ville, cette ancienne ville royale. Il reste quelques beaux morceaux d'ailleurs qu'on a pu regarder avec Pigécou sur le point de vue qui est au sommet, au château. Enfin, le château n'existe plus, hein, mais il y a un musée là-haut qui a remplacé le château, voilà. Pontoise, oui, c'était vraiment étonnant. C'est pas très loin de la gare. En même temps, nous, on est allé évidemment en RER et une petite marche à pince, ça monte un peu. C'est effrayant comme ça au premier abord, mais c'est moins pénible qu'on peut l'imaginer. Alors si c'est Robert qui le dit, c'est que c'est vraiment pas pénible. Et puis, entre nous, hein, une petite pizzeria pour le déjeuner, pas mal du tout. Tu te souviens de son nom, non? San Marco. San Marco, voilà, une pizza. Alors, il y a des pizzas géantes, elles débordent de l'assiette sur tous les côtés. Mais alors, vraiment, une fumée, quoi. Ça, vous digérez ça d'une manière. Et puis moi, par exemple, c'était une napolitaine, hein, vraiment une napolitaine de Napoli, et pas du tout indisposée. Après, j'en aurais bien mangé deux, quoi. Puis du coup, me regardait d'un air un petit peu accablé, mais bon, voilà. Voilà, alors moi j'ai eu envie de commencer effectivement un peu ce clin d'œil à Pissarro et sa famille avec la lecture de deux lettres, parce que la famille Pissarro est une famille qui s'écrivait beaucoup. La correspondance de Camille Pissarro est impressionnante. C'est principalement une correspondance familiale. Je crois qu'il a plus écrit en fait à la famille qu'à ses amis peintres. Et les enfants s'écrivaient aussi entre eux. En fait, il y avait une famille qui était quand même très très soudée, très proche. C'est ce qu'on sent quand on voit un peu à travers les lettres que j'ai pu parcourir ou à l'exposition. Il y a aussi, et j'ai choisi donc une lettre de Camille Pissarro à son fils Lucien qui est l'aîné des enfants, et une lettre de Julie qui est la maman, qui va écrire. Donc il y a un petit recueil qui est vendu au musée, un petit recueil de 14 lettres de Julie Pissarro, et c'est vrai que j'avais envie de lire une de ces lettres parce que c'est une femme qui a quand même été moteur malgré tout dans cette famille. Elle c'était au départ la bonne de la famille Pissarro. Donc Camille Pissarro effectivement s'est mis avec la bonne de la famille. Il a mis du temps à l'épouser, à la faire reconnaître comme sa femme. Ils avaient déjà quelques enfants, et on sent que c'est elle qui tient en fait quand même toute cette famille qui est confrontée. Elle a eu 8 enfants au total, et elle est confrontée quand même toujours à cette misère, à cette pauvreté, quoi. Il aura fallu du temps pour qu'ils puissent enfin acquérir la maison dans laquelle ils étaient à Irani, quoi. Et donc la correspondance de Pissarro est un peu comparable à la correspondance qu'ont eu entre Vincent Van Gogh et Théo Van Gogh, quoi, par la force de détail de choses qui sont racontées. Donc c'est vraiment une correspondance qui permet d'avoir une connaissance très documentée en fait sur la vie d'un artiste au XIXe siècle, tant sur le plan personnel que sur tous ses questionnements artistiques. On pourrait même dire d'une famille d'artistes. D'une famille d'artistes. Oui, parce que ses fils sont peintres aussi, etc. Ses petits-fils même. C'est assez étonnant d'ailleurs. Ouais. Donc voilà un extrait de lettre que Camille Pissarro écrit à son fils Lucien. Mon cher Lucien, j'ai reçu hier soir ta lettre et ta feuille d'essai qui est en effet absolument superbe.
Ce sera certainement d'un caractère artistique de premier ordre. Je t'ai envoyé 200 francs dernièrement, je ne savais pas que tu devais un demi-mois, je ne m'en rendais pas compte. Je t'envoie si inclus 100 francs, mais dis-moi donc à quelle époque commence ton mois. J'ai complètement perdu le nord depuis la crise financière de cet été. Je suis toujours en affaire avec Durand qui hésite, pourvu qu'il n'aille pas m'abandonner. Hier, il m'a entretenu longuement en me disant qu'il ne demandait pas mieux que d'acheter tout ce que je faisais, mais qu'il n'en vendait pas, qu'il avait pour 4 millions de francs de tableaux, qui occasionnaient des intérêts formidables. Bref, il m'a dit qu'il fallait qu'il se concerte avec son fils. Je crains que cela ne finisse avec un refus ou un étranglement. Le fait est il n'y a que lui qui m'achète. J'ai promis à Bing d'exposer quelques toiles chez eux. Ce sera comme en Belgique et ailleurs. Décidément, personne ne veut de mes œuvres. Il a paru un article de Mauclerc que je t'envoie. Tu verras combien il est mal renseigné, comme beaucoup de ces critiques qui n'y comprennent rien. Il ne se doute pas que Cézanne a subi des influences comme nous tous, et que cela en somme ne retire rien de ses qualités. Ils ne savent pas que Cézanne a subi d'abord l'influence de Delacroix, Courbet, Manet et même Legros comme nous tous. Il a subi mon influence à Pontoise et moi la sienne. Tu te rappelles les sorties de Béliard et Zola à ce propos. Ils croyaient qu'on inventait la peinture de toutes pièces et que l'on était original quand on ne ressemblait à personne. Ce qu'il y a de curieux, c'est que dans cette exposition de Cézanne chez Vollard, on voit la parenté qu'il y a dans certains paysages d'Auvers, Pontoise et les miens. Parbleu, nous étions toujours ensemble. Mais ce qu'il y a de certain, chacun gardait la seule chose qui compte, entre guillemets, sa sensation. Ce serait facile à démontrer. Voilà, à bientôt, je vous embrasse tous les trois et suis heureux d'apprendre que Kiddy va mieux. Nous sommes tous très bien, ton père affectionné. Voilà, ça c'est le papa qui écrit, mais les fils aussi écrivaient beaucoup. C'est vraiment étonnant dans ce petit musée. Tu te souviens du nom du musée ? Tavet de la Cour. Tavet de la Cour, c'est un ancien hôtel particulier. C'est un vicariat. Un vicariat, oui, magnifique, bien restauré dans son jus, quoi, avec une petite, un petit jardin autour, avec des sculptures, justement d'un peintre aussi dont on espère vous parler, peintre-sculpteur Freundlich. Qui a légué à ce musée toute son œuvre, je crois, dont des sculptures qui sont dans le jardin. Et puis vous dire aussi quand même que on a été accueillis d'une manière assez étonnante. Tu peux dire le nom des... Bon, on a été accueillis par 3 personnes. Il y avait Dolores, Latefa et Emmanuel qu'on a pu recroiser même l'après-midi au musée Pissarro. Voilà, c'est ça. Vraiment des gens exceptionnels, voilà, qui semblent aimer leur métier, aimer leur musée, qui le défendent bien. Et cette expo est vraiment une expo bien pensée. Je pense que le conservateur a fait un vrai travail de recherche et l'accrochage des cimaises est vraiment aussi remarquable. On suit bien. Il y a une salle par enfant, par peintre, par artiste, quoi. Et avec un descriptif de sa vie, de son œuvre, etc., etc. C'est vraiment remarquable. Et des pièces vraiment étonnantes, rares, qu'on pourrait trouver nulle part ailleurs. Mais il faut dire que, comment dirais-je, Pissarro a pratiquement fait une grande partie de son œuvre à Pontoise. Ouais, il a vécu 11 ans et demi, je crois, à Pontoise sur 16 années. Et il a réalisé là-bas plus de 300 ou 400 toiles. Voilà, c'est ça, sans compter les dessins, etc. Voilà. Alors, donc je voulais lire aussi donc un extrait d'une lettre de Julie à son mari. Et alors, ce qui est intéressant dans sa correspondance, c'est qu'effectivement, on sent que les rapports sont pas toujours très tendres et très faciles, quoi. Apparemment, Pissarro est quand même très souvent aussi sur Paris. Il cherche à vendre ses toiles. Et effectivement, l'information circule pas si rapidement que ça. Donc, elle lui reproche par moments de pas s'occuper d'elle, de pas la tenir au courant de ce qu'il va faire. Voilà. Et là, donc, c'est une lettre qu'elle écrit. Donc, Éragny, mercredi. Mon cher ami, si tu voyais l'herbage comme cela est beau, tu regretterais de ne pas y être. Les pommiers sont superbes et cela ne va pas durer longtemps. Viens vite si tu veux travailler tes points, tant cela est superbe. Magnifique la carte que tu vas trouver sur la petite table. C'est d'un marchand de tableaux qui a un amateur qui a acheté la femme à la brouette. Il ne m'a pas dit le nom, mais tu peux le savoir.
tâche de voir ce marchand et de faire des affaires avec lui. Je lui ai montré quelques toiles qu'il a trouvées superbes. As-tu trouvé la clé de la chambre à cocotte dans le tiroir de la table de nuit? Rodo est-il parti? Faut-il que j'aille te chercher? Tu n'as pas besoin d'apporter tes tableaux ici. Il vaut mieux les laisser à Paris. Écris-moi et dis-moi quand tu viens. Portier veut te voir pour te demander quel prix il doit vendre une petite aquarelle que tu as donnée à la tante. Elle veut la vendre. C'est bien dommage que tu ne lui en aies pas donné plus de tes trucs. Elle est bien contente de les vendre, les trucs au père Pissarro, comme elle dit. Pauvre bête. Enfin, ils sont tous comme cela dans la famille. Les Pissarro, les Isaacson et les Estruc, idem. Au revoir, écris-moi quand tu viens. Ta femme, Julie. Voilà. Oui, enfin, c'est une mère, voilà, elle a une vie pas très très drôle. Elle doit s'occuper de la marmaille et puis son homme est pas toujours là parce que bon, le boulot, il faut essayer de trouver pour alimenter la gamelle de tout ce petit monde et donner la béquille. Voilà. Alors dans ce petit recueil de lettres, qui est un petit ouvrage magnifique, il coûte 5 €. C'est vraiment rien. C'est un beau papier. Enfin, c'est vraiment. Et ils expliquent que en fait cette femme était pas suffisamment lettrée, donc elle écrivait, mais qu'elle faisait beaucoup de fautes d'orthographe. Alors eux ont pris le parti quand même de corriger les fautes d'orthographe, mais ont laissé la ponctuation dans l'état où elle était, ce qui fait qu'on a en fait de grandes lignes qui ne s'arrêtent pas, quoi. Oui, parce qu'elle était en fait la bonne de la famille Pissarro. Et Pissarro ne l'a épousée que tard, parce que évidemment ça se faisait pas d'épouser la bonne. On pouvait la sauter éventuellement, mais l'épouser, oh là là, non. Mais Pissarro, lui, il l'a épousée quand même. En Angleterre. En Angleterre, oui, pas en France. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important de rendre hommage à cette femme qui a tenu toute cette famille, quoi. Oui, c'est un peu le lot des femmes d'artistes. Hein. Souvent, en tout cas, on a pu constater que sans elles, leur mec, ils n'auraient pas fait grand-chose. Hein. Petit Pierre, quel âge as-tu? J'ai 20 ans et j'en ai honte. N'aie pas honte, petit Pierre, car tu es le cœur du monde. Si je suis le cœur du monde, il ne vivra pas très vieux. Mais tes 20 ans dans la ronde, tu verras que ça ira mieux. Je n'ai plus d'amour, monsieur, pas même pour ma misère. Je sais pas pourquoi le bon Dieu m'a envoyé sur la terre. Où vas-tu donc, petit Pierre? Je m'en vais au bout de mon chemin. Où mène-t-il ton chemin? Il me mène à la rivière. Aurais-tu donc un message à jeter dedans les flots? Penses-tu devenir sage à regarder couler l'eau? Petit Pierre a répondu, je déteste votre rue. Et puis il est disparu, on ne l'a jamais revu. C'était Petit Pierre, interprété par Félix Leclerc. Oui, un petit peu en hommage à Félix. À Félix, un de ses fils qui est mort très jeune, à 23 ans, de la tuberculose. Ainsi que 2 de ses petites filles aussi, je pense. Oui. Il a eu, en fait, il y a il y a eu 2 filles qui sont décédées assez tôt. Il y a eu donc Lucien, le fils aîné. Après, il y a une fille qui s'appelait Jeanne, qui a dû décéder à l'âge de 8-9 ans. Et après, il y a une autre petite fille qui est décédée l'année de sa naissance. Voilà. Oui, si vous voulez. Bon, on va passer avant de rentrer dans le chou d'une partie de la famille. Pigekou va vous lire encore une fois une lettre. Non, c'est pas une lettre. Non, c'est pas une lettre. C'est simplement que je voulais repréciser un petit peu comment avait travaillé un petit peu la famille Pissarro, comment Pissarro en fait avait pu transmettre avec générosité en fait à ses fils et à ses élèves. Hein. Comme élèves, il y avait eu Cézanne, Seurat ou Gauguin. En fait, comme il a réussi à transmettre cette envie d'apprendre et de peindre par un travail de collaboration en fait et d'enrichissement mutuel, et que ces 5 fils étaient familiers de l'atelier du papa dès leur plus jeune âge, qui servaient soit de modèle, ou alors ils pouvaient observer les relations de leur père avec les amis qui viennent le voir et qui vont devenir en fait des artistes autonomes quand après une formation qui sera basée sur le dessin, la gravure,
ou encore la création d'objets décoratifs. Et c'est des enfants qui vont rester attentifs aux conseils paternels et qui seront à leur tour de bons pédagogues envers leurs propres enfants. Et que la pédagogie Pissarro, en fait, c'est un travail autour de l'échange, d'une pratique partagée, de stimulation réciproque, et y compris aussi avec des artistes qui peuvent être plus jeunes. Et donc c'est une conception de l'enseignement qui est un peu anti-académique et qui est à l'opposé donc de l'idée d'apprentissage, puisque en fait pour Pissarro, toute la carrière de l'artiste est apprentissage. Et que donc cette famille Pissarro a vécu, comme je le disais, 11 ans et demi à Pontoise, qu'ils ont vraiment apparemment changé souvent de maison. Ils ont aussi vécu à Osny, qui est pas très loin, à Louvciennes, et que quand Pissarro vivait à Pontoise, il avait entre 36 et 53 ans, et que c'est la période aussi pendant laquelle se sont tenues les 7 premières expositions impressionnistes. Alors pourquoi Pontoise ? En fait, Pontoise, il y a ce choix des paysages ruraux, des bords de l'Oise. Il y avait l'arrivée de la ligne de chemin de fer aussi entre Paris et Gisors, et ce qui permet à Pissarro de pouvoir retourner facilement sur Paris, et que en fait les environs de Pontoise n'avaient encore pas été peints, et donc c'est là qu'il va y réaliser à peu près plus de 400 toiles, quoi. Voilà. Magnifique toile, et vrai, comme on essaye de vous le faire passer, une sorte de message subliminé depuis le début. Pissarro, oui, il a enseigné son métier à ses enfants. Voilà, et eux-mêmes, ces enfants l'ont enseigné à leurs enfants. On pourrait dire qu'il y avait une pédagogie Pissarro, voilà. Et donc, je vais essayer de faire un petit blabla sur deux de ces garçons et sa petite fille Aurovida, qui était la fille de Lucien, voilà. Pourquoi Aurovida ? Parce que c'est d'ailleurs la seule descendante presque directe qui travaillait, étant la fille de Lucien, qui a travaillé, qui est devenue peintre, qui est devenue artiste, et elle faisait surtout une espèce de travail, si vous voulez, un petit peu orientaliste, voilà. Oui, c'était, oui, c'est ça, c'est un peu comme les miniaturistes persans, ou alors des genres de dessins, oui, un peu sur l'Asie, ouais, où on voit des danseuses, par exemple, une eau forte, là. Dancing slave, oui, enfin, ça va plutôt dancing de comment dirais-je, de Khmer, ou quelque chose comme ça, voilà. Et c'est un travail très fin, très doux, de cette jeune fille, pas très jolie, mais qui avait un tempérament assez, quand même, assez fort pour travailler comme ça à cette époque-là, voilà. Ça, c'est pour Ovida. Si vous avez le courage d'aller à Pontoise, mais c'est pas très difficile, vous prenez le RER à la gare Saint-Lazare et vous en avez pour combien ? 40 minutes. 40 minutes, voilà, pour y arriver. Je vous dis, c'est tout proche de la gare. Donc, pour bien, parce que bon, on vous blablate, c'est pas la télévision, vous avez pas les images. On essaye de vous donner l'envie d'y aller en vous racontant un peu ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu. Mais bon, ça vaut pas évidemment surtout que si c'est pas très loin de Paris, c'est pas insurmontable de pouvoir y aller, quoi. Et ça, parce que l'entrée du musée est pas très chère. Elle est de 5 euros. 5 euros, vous voyez, puis 3 euros pour je sais plus qui, les chômeurs, les enfants, etc. Voilà. Bon, Aurovida, moi je veux pas m'étendre plus sur elle, parce que bon, c'est une jeune artiste qui a laissé quand même du bon travail, mais bon, c'est pas Félix, c'est pas Lucien, c'est pas Paul-Émile, mais bon, il faut quand même en parler, il faut quand même le signaler, vous le signaler. Voilà. Et alors après, on a évidemment Félix. Alors Félix, un artiste très jeune, qui avait un côté dans sa peinture, moi j'ai beaucoup aimé, il y a un cheval peint par lui, un peu, ça rappelle un peu un peintre qu'on a de Luce, je pense, oui, un peu la facture picturale de Luce, avec des traits de couleur, etc., pour donner le mouvement, pour donner le modelé, et voilà, c'est ça, Félix. Et d'ailleurs, il était très versé dans la reproduction animale. Il a fait beaucoup d'animaux en gravure,
gravure sur bois, et en peinture, en dessin, etc., ou en eau forte, enfin bref. C'était un très jeune artiste avec vraiment beaucoup de talent, mais qui malheureusement, à 23 ans, a été bouffé par la Camargue sous forme de tuberculose, quoi, ce qui était à cette époque-là assez courant en Europe. Voilà, c'est une maladie, il n'y avait pas encore le BCG, hein. Et à part aller à la montagne, etc., il y avait des recettes, hein, fallait aller aux abattoirs boire du sang frais, manger de la viande rouge, etc., ce qui plairait beaucoup aux végétariens aujourd'hui. Mais enfin, c'était des manières de soigner la tuberculose, mais enfin pas très efficaces quand même. Si c'était pas pris tout au début, il y avait peu de chances que les gens qui étaient atteints de cette infection survivent. Voilà. Alors bon, il a perdu donc ce petit Félix, qui était un jeune homme très fin, très beau, voilà. Il se faisait appeler Titi, hein. Titi, oui. Parce qu'il y a une lettre justement de Julie Pissarro qui parle de Titi. Ouais. Titi qui était parti parce qu'il est allé voir son frère en Angleterre et ça faisait 2 ans qu'il était parti et apparemment il écrivait une lettre par an. Oui, voilà. Bon, il était pas très misère, mais bon, on peut pas être tout... et tout son contraire, hein, Félix. Et puis Paul Émile me fait craquer parce que tout petit, il était dans l'atelier de son père, il voulait faire de la peinture, mais tout petit. D'abord, il y a une photo où on le voit dans l'atelier de son papa à Éragny, là, vers 1895, je sais pas quel âge il a, là, il doit avoir 10-11 ans, et il a un grand chevalet devant lui, il peint, il dessine, je sais pas, un petit sujet, voilà. Lui, par contre, Paul Émile, c'était ses sujets favoris, c'était la nature, voilà, il faisait la peinture, il a aussi fait sa maman, hein, Bon, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais bon, ces petits paysages sont assez craquants. Je dirais pas que c'est le génie de la famille. Pour moi, le génie de la famille, c'était plutôt Lucien, oui. Et puis je sais pas. Il y a Félix aussi, mais comme il est mort très jeune, on peut pas. Mais alors, ce qui me fait craquer, par contre, chez Paul Émile, c'est qu'il a suivi toute sa vie son papa. C'était vraiment là son dieu, quoi. C'était lui, et il a essayé de suivre ça. Il était toujours dans ses pattes, voilà. Ouais. C'est un travail plus identifiable qu'après la guerre. Ses couleurs sont plus fortes. Sa palette s'enrichit d'une délicate variation de gris et de vert. Ses empattements se font plus denses. Bien que Camille l'ait laissé entièrement libre lors de ses années de formation, Paul Émile reçut l'entier impact de l'influence de son père, c'est peu dire. Oui. Mais malgré cela et les années qu'ils ont passé à peindre côte à côte, Paul Émile a su créer un style propre. Influencé par Cézanne, qu'il a rencontré plusieurs fois à Paris, ses peintures reflètent son individualisme et son originalité. Paul Émile pratique également la gravure sur bois et l'eau forte. Certaines estampes sont éditées par Malcolm Salaman en 1919. Et d'ailleurs, au petit musée, on a des bois qui ont servi pour des estampes. Et je pense que toute la famille était assez douée pour graver le bois de boue. Ouais, c'était les bois de Lucien, hein, je crois, qui sont les bois de Lucien, musée, mais ils en ont pratiquement tous fait des bois. Et je dois dire qu'ils étaient passés assez maîtres dans ce domaine qui est pas si facile que ça, parce que bon, vous savez, quand vous faites un bois en plusieurs couleurs, il faut graver plusieurs bois, ce qu'on appelle du bois debout. Il y a 2 techniques. Il y a le bois debout, c'est-à-dire qu'on coupe l'arbre. Vous voyez, si vous avez un arbre, il y a un arbre, vous coupez horizontalement, mais pas perpendiculairement. Horizontalement, vous coupez, si vous voulez, la fibre, la tête, si vous voulez, la tête que vous utilisez. Et le bois de fil, c'est quand vous utilisez une planche à plat, si vous voulez, vous coupez une planche dans un arbre, vous la mettez à plat et puis vous gravez sur la grande largeur de la planche. Ça, c'est le bois de fil. Et le bois de boue, pour faire, en général, c'est fait avec du fruitier. Et pour faire une plaque, pour graver, il faut assembler plusieurs petits morceaux, des petits cubes de bois de boue qui sont après polis. Ils sont vissés entre eux à l'intérieur. C'est creusé à l'intérieur des petits plots de bois, en général des carrés.
vidés à l'intérieur et ils sont boulonnés à l'intérieur les uns entre les autres, mais c'est ajusté, mais au dixième, au centième de millimètre, c'est parfait. J'ai vu des bois debout de gravure, c'est des miroirs, vous voyez, et en même temps, ça donne une taille très très fine, comparable à la taille, si on veut en tout cas, comparable à la taille du burin, enfin en gravure sur cuivre, là, ou acier, ou tout ce que vous voulez. Voilà. Et c'est, moi j'adore les regarder, si vous voulez. Je suis plus intéressé par les matrices en bois que par les réalisations qu'on en tire, parce que je trouve que c'est un travail de gravure, presque de sculpture remarquable. Quoi, voilà. Et ça, c'était le domaine, de Lucien, mais aussi de Félix, mais aussi de Camille, parce que qui a fait aussi de la gravure sur bois, très intéressant. Voilà. Donc des artistes un peu complexes que je déplore. C'est toujours un petit peu mon regret, c'est qu'il n'y a pas de ronde bosse, il n'y a pas de sculpture. Voilà, ils n'étaient pas sculpteurs. Non, ils n'étaient pas complets. Ils étaient graveurs, dessinateurs, peintres, aquarellistes, ils travaillaient à l'huile, tout ce que vous voulez, à la gouache, au crayon à papier, à la plume, mais ils n'étaient pas sculpteurs. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage, parce que dans toute la bande, il y aurait pu en avoir un qui tape ou dans le bois ou dans la pierre, quoi, mais non, même pas, c'est dommage. Enfin voilà, c'est la famille Pissarro, une petite partie, je pense que Dominique vous en parlera encore plus avec ce qu'elle va vous raconter sur la sur suite les de la suivants. fratrie. Lucien, Georges Manzana et Ludovic Rodot, voilà, qui sont aussi ses fils. Il s'appelle, quand on dit Georges Manzana, c'est parce qu'il a pris le nom de sa grand-mère paternelle. Voilà, paternelle, voilà. Et Ludovic Rodot, C'était Ludovic Rodolphe. Rodolphe, voilà. Et Lucien, c'était Lucien. Hein, voilà, qui signait Lucien. C'était Serge Reggiani qui chantait Ma fille. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, l'émission Rockroy, consacrée aujourd'hui à la famille Pissarro à Pontoise. Oui, et Pontoise, où on a passé un bon moment avec ma camarade Piquet-Cou à ce petit musée, cet ancien vicariat, et puis aussi ce qu'on appelle le château, enfin c'est l'emplacement de l'ancien château de Pontoise, qui est appelé le musée Pissarro, voilà. Ouais, qui permet d'avoir une très belle vue sur tout l'ensemble, sur toute la vallée. Malheureusement, c'est pas extraordinaire, puisque la vallée était complètement pourrie, enfin en face en tout cas, par des grandes tours, des machins, etc. Voilà, toujours la même chose. On relègue le populo, voilà, bon, c'est un peu triste, mais bon. Quand on pense à ce que ça devait être au temps de Pissarro, ça devait être somptueux, une campagne magnifique, avec cette rivière toute calme qui passe là dessous. C'est plus tout à fait le cas. La rivière est toujours calme, mais bon, par contre les rives sont un petit peu perturbées. Ouais. On peut apercevoir Auvers un petit peu au loin, Ouais. Auvers-sur-Oise justement. Avec beaucoup d'imagination. On peut apercevoir plein de choses, mais à condition d'avoir de l'imagination. Ouais. Quoi. En tout cas, le centre-ville de Pontoise est très agréable. Ah oui, très très agréable, oui. Vivant, voilà, vivant. Voilà, je ne peux pas en rajouter, disons vivant. Ouais. Donc moi, je vais continuer un peu l'évocation de toute cette fratrie. Donc je vais parler de Lucien. Lucien Pissarro, lui, c'est l'aîné de la tribu Pissarro, et c'est probablement celui qui a été le plus proche de son père dans le travail. Alors Lucien est quelqu'un d'énergique, de réfléchi, de timide, de sérieux, qui est avide d'apprendre. Et c'est aussi celui qui va peut-être le mieux comprendre les problèmes de ses parents quand il y a leurs années de disette. C'est souvent le sort des aînés, ça, de comprendre les parents. Il a à peine 10 ans, donc quand la famille s'installe à Pontoise, et obligé de gagner sa vie très jeune, son travail est rapidement mature. Il part en Angleterre, il a 20 ans, il part perfectionner son anglais, ce qui marque le début en fait de la nombreuse correspondance qui va démarrer entre le père et le fils. Et après quelques allers-retours en France, Lucien prendra la nationalité britannique, il se mariera là-bas et il s'installera donc en Angleterre définitivement. Mais c'est un éloignement qui n'empêchera pas le père et le fils de travailler ensemble comme des collègues. Donc Lucien, lui, il peint à l'huile, il grave le bois. Et en fait, apparemment, la gravure sur bois, c'est comme une technique que Camille Pissarro va
plutôt laissé à son fils. Donc il va réaliser des illustrations pour des périodiques comme la Revue Illustrée ou encore le Chat Noir ou le Père Pénard entre autres. Et il travaille donc la gravure sur bois en couleur, comme tu le disais tout à l'heure, comme l'album qu'il a fait qui s'appelle The First Portfolio ou encore l'album Les Travaux des Champs, en collaboration avec son père. Ça, on en a vu justement pas mal des planches extraits de ce tableau. Donc pour les Travaux des Champs, Camille dessine et Lucien traduit sur le bois. Et là encore, en fait, le père et le fils vont travailler aussi par lettres interposées pour échanger toutes leurs impressions, quoi. Et donc c'est l'Erani Press. Donc ça, c'est la maison d'édition que Lucien fait en Angleterre, Erani Press, parce que en fait la famille habitait Erani-sur-Epte, donc c'est un peu en souvenir de leur maison familiale. Et c'est une activité qui s'arrêtera pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est surtout en fait quand il va se retrouver en compagnie de son père, quand il fait des retours en France, que Lucien peint plutôt à l'huile. En fait, quand il était en Angleterre, c'était plutôt la gravure. Et après, il reprend la peinture quand l'Erani Press va cesser ses activités. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a vu pas mal de ces gravures. Il y en a une qu'on aimait bien là, en regardant justement, qui est la cueillette des pommes, Oui, qui tout à fait, ouais. est toute douce, un peu naïve, un peu enfantine en fait. Ça fait penser un petit peu aux albums pour enfants de la fin du 19e, début du 20e. Les Benjamin Rabier par exemple. Tout à fait, ouais. C'est la même technique. Oui, avec des couleurs primaires, des couleurs simples, quoi. Et un trait assez simple aussi, mais un peu naïf, mais très frais, vivant, voilà, c'est toute guette, les gravures de Lucien. Voilà. Alors après, c'est Georges. Je vais parler de Georges Manzana Pissarro. Donc lui, c'est le deuxième fils de la fratrie, mais le quatrième enfant. Entre-temps, il y a eu ces deux petites filles. Et comme son aîné, lui côtoie aussi dès son plus jeune âge les amis peintres de son père qui fréquentent la maison familiale. Et il aspire à devenir peintre. C'est une carrière forcément qui n'enchante pas sa maman Julie. On verra que c'est récurrent. À chaque fois que ses fils veulent devenir peintres, elle freine des cas de fer en leur disant d'apprendre plutôt un métier parce qu'elle sait ce que c'est que la vie de peintre. Ouais. Et donc lui, il aime observer et dessiner la nature, et il peint aussi les animaux, qui sont pour lui un sujet inépuisable. Et il travaille donc avec les conseils de son papa. Et comme Lucien, il part en Angleterre perfectionner son anglais, et il va étudier dans une école de décoration qui est plutôt d'inspiration Art Nouveau. Donc il épouse une cousine anglaise qui malheureusement meurt l'année suivante, et il a un fils qui s'appelle Tommy. Et les enfants Pissarro travaillent sous des noms d'emprunt. Donc lui, c'est Manzana, comme on l'a dit, qui est le nom de jeune fille de sa grand-mère paternelle. Et il participe en 1894 avec ses frères Lucien et Félix à la seconde exposition des néo-impressionnistes. Et il reprendra son nom de Georges Pissarro seulement 7 ans après la mort de son père. Alors son père l'incite à se tourner vers les arts industriels pour éventuellement lui permettre de vivre de son travail et puis ainsi peut-être soulager la bourse familiale, parce que c'est ce qu'on voit à travers les lettres, que les parents aident régulièrement quand même leurs enfants. Il travaillera aussi avec son frère Ludovic à Montmartre. Il rencontre Picabia, Sisley à Moret-sur-Loing, où d'ailleurs il va s'installer. Il collabore aussi au Père Pénard. Ils sont sympathisants des idées anarchistes de leur père. Et il expose régulièrement, que ce soit chez Durand-Ruel ou au Salon des Indépendants ou encore au Salon d'automne. Et donc son style est surtout d'inspiration animale ou orientale. Il aime les ors, les paillettes, et son exposition la plus importante a lieu en 1914 au musée des Arts Déco de Paris. Là, il expose plus de 300 œuvres. Donc il y a des tapisseries, il y a de la verrerie, des peintures, des gravures, des lithos. Et on a pu en voir on a vu pas mal d'objets justement dans cette exposition. On a vu des assiettes, on a vu des tasses. Ouais. Et on a vu aussi ces grandes peintures un peu orientalistes là. Et puis un immense coffre aussi avec les parois peintes. Ouais. Et il est aussi donc fasciné par la caricature. Voilà, il va faire aussi en illustration 2 contes des extraits des Mille et une nuits dans la traduction de Mardrus. Et ça, c'est un travail qui le passionne. Et malheureusement, l'ouvrage ne sera pas édité. Tant mieux peut-être. Ouais. Alors Ludovic Rodó Pissarro, lui c'est le 4e fils de la fratrie. Et donc son prénom est choisi en souvenir de Ludovic Piette, qui est un peintre et qui est le meilleur ami de Camille Pissarro. On a eu l'occasion de découvrir ce Ludovic Piette justement l'après-midi au musée Pissarro.
Donc Ludovic, lui, naît à Paris quand la famille vient d'emménager à Montmartre. Donc il prend un pseudo, c'est Rodot, mais il se faisait appeler aussi Piton Fleuri ou Thiolo, jusqu'à se faire appeler Ludovic Rodot définitivement. Il commence aussi très jeune donc le maniement du crayon et du pinceau, et à 16 ans, ses premières gravures apparaissent dans le journal Le Père Pénard. Et il est initié, lui, à la gravure par Maximilien Luce, donc, qui est un ami de son père. Et pas un mauvais. Pas un mauvais du tout. À 20 ans, il va habiter à Londres chez ses frères, il va retrouver son père à Amsterdam, il vit à Montmartre, Montmartre qui le fascine et qui l'inspire énormément pour de nombreuses gravures sur bois, ou alors des eaux fortes, ou des aquarelles, ou encore des peintures. Et en fait, Ludovic, lui, il a la bougeotte, et il aime bien voyager, il a toujours un carnet de croquis qui va noircir au fil de ses périples. Un peu comme papa. Et il participe au Salon des Fauves en 1905, il retrouve son frère en Angleterre. Mais en fait, l'Angleterre apprécie moins son boulot que celui de Lucien, donc il va pas y rester. Et ce qu'il aime surtout, c'est la Normandie et la Bretagne. On a pu voir plusieurs vues de Concarneau. Et en fait, Ludovic, apparemment, il a pu gérer ses affaires et travailler toute sa vie pour son plaisir. Et son dernier grand projet, c'est quand même important, c'est le catalogue raisonné de l'œuvre de son père. C'est 20 ans de boulot, de recherche de documents, pour 2 volumes qui sont parus en 1939. Et voilà, Ludovic, qui meurt à Paris, lui a 74 ans, il a pas d'enfant. Ouais. Oui, non, ce qu'on peut relever aussi, ce qui est extraordinaire chez ces artistes, mais pas que cette famille, mais les artistes du 19e, début 20e, n'arrêtaient pas de bouger. Oui. Et un jour, ils étaient à Amsterdam, le lendemain, ils étaient à Londres, après, ils étaient à Bruxelles, après, mais c'était invraisemblable. Quand on pense aux moyens de communication de cette époque-là, je veux dire, nous, ça nous rase quand on doit aller de Saint-Lazare à Pontoise en RER, en 20 minutes, mais eux, c'était combien de temps qu'ils mettaient pour leur voyage, quoi, voilà. Puis avec leur barda, avec, voilà, ici, leur boîte de peinture, leur boîte chevalet, leur toile, mais c'est invraisemblable. Visiblement, le déplacement n'est pas un obstacle. Ah non. Et même les déménagements, c'est ahurissant le nombre de déménagements, effectivement, que cette famille Pissarro a dû faire. Ouais. Là, on a pu avoir le livre qui est proposé par l'Expo, qui est un livre qui est vraiment intéressant. C'est vrai que moi, je me suis quand même bien servi pour faire mes papiers. C'est les Pissarro, une famille d'artistes au tournant du 19e siècle, du 20e. Du 20e, 19 et 20e. 19 et 20e siècle. Et en fait, il est très complet. Il y a beaucoup de reproductions de l'exposition. Et j'avais un petit peu de mal à me repérer, dans tous les divers lieux d'habitation de la famille, en fait. Et le livre, 20 €, c'est quand même intéressant parce que c'est pas quand même un prix démentiel. Vous avez des romans écrits sans une image, une gravure qui coûte plus cher que ça. Voilà, donc sinon c'est si vous voulez, si le travail d'une famille d'artistes comme ça vous intéresse, vraiment il faut posséder ce livre broché magnifique, une couverture cartonnée très belle, avec une reproduction d'une peinture de Camille. Non, c'est un très très beau livre qu'on nous a refilé gracieusement. On les en remercie, parce que des fois ça peut nous coûter cher d'acheter les catalogues, etc. dans les expos, comme on va pas mal dans les expos, mais là on était très agréablement surpris. C'est pour ça que Piquet-Coup s'est fait un devoir d'acheter la petite brochure à 5 €. Non, mais ça m'a fait plaisir. J'aime bien la correspondance, parce que c'est important. Très important. La correspondance. Ouais. Et oui, ce bouquin, il est vraiment très complet, parce que il y a la biographie aussi de Pissarro. Il y a tout un chapitre sur Julie, justement, sur aussi l'acquisition de leur maison d'Éragny-sur-Epte, avec toute une histoire d'argent qu'il fallait emprunter à Monet, etc. Et il y a donc leurs divers lieux d'habitation à Pontoise. Il y a pas mal de photos. Et c'est en fait, on n'y a pas pensé quand on était là-bas d'essayer de voir où ils avaient vraiment habité. Ouais, on n'a pas pensé, mais c'est pas, à Pontoise, mais on y retournera, puisque Piquet-Coup a en projet une interview du conservateur du musée des musées, on peut dire, de Pontoise. On pense que il est responsable des 2 musées qui vient, pour parler justement de ce peintre sculpteur Freundlich, qui a été, et ça c'est très important, qui a été l'artiste avec sa femme, ils étaient un couple, qui a permis l'émergence de, qui je vous le demande, de Gaston Chessac.
qu'ils ont rencontré lorsqu'il était lui-même à Paris, cordonnier. C'était pas un grand, il sortait pas d'une famille bourgeoise, lui, chez ça c'est sûr. Et ils ont une réflexion de ce couple quand ils ont vu les gribouillages de Cessac. Un maître vient de naître. Voilà, c'était en quelque sorte. Et des artistes, je dois dire, c'était pas des rigolos, c'est des artistes confirmés. Quand on voit le travail de Freundlich à Pontoise, voilà, ils ont hérité de ça parce que Freundlich voulait bien donner toute son œuvre à un musée à condition qu'il y ait une salle permanente qui représente une partie de son œuvre. Ça tourne, évidemment, mais toujours une salle à son nom. Et là, Pontoise a accepté, ce qui est assez rare d'ailleurs. Il faut beaucoup de courage, parce que Freundlich, on peut pas dire qu'il soit très très connu, hélas, parce que c'est vraiment un très 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 bon peintre, abstrait, constructiviste, voilà, qui est malheureusement mort en camp d'extermination nazi, puisqu'il était juif, et qui a écrit justement une lettre depuis son camp d'extermination à Gaston Cessac. Parce que moi j'ai des bouquins sur la correspondance de Cessac qui sont édités par le musée de Sables-d'Olonne, voilà, et parce que vous savez que Cessac a été pendant longtemps en Vendée, et là au musée des Sables-d'Olonne, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais enfin c'est au Sables-d'Olonne en tout cas, et c'est un musée où il travaille sur l'œuvre de Cessac, il sort des bouquins très très intéressants, comme sa correspondance, etc. Voilà, sur Cessac, qu'on est allé voir nous avec Piquet au musée de la Poste à Paris, il y avait une belle exposition, voilà. Et on doit non mais sérieusement, pour tous les amateurs de Cessac, et il y en a quand même pas mal, qui sachent que si Cessac a pu émerger sur la scène artistique française, c'est grâce au couple Freundlich, voilà, dont l'œuvre de Otto est au musée de Pontoise. Voilà, ce petit musée, cet ancien vicariat là, voilà. Et vraiment, moi j'étais, parce que j'avais jamais vu des originaux de Freundlich, et les reproductions n'étaient pas terribles, celles que j'ai vues en tout cas, liées au nom de Cessac justement, parce que c'est voilà. Et ben là, je dois dire que j'ai été vraiment assez stupéfait de rencontrer un grand artiste, voilà. Et donc, il semblerait que le conservateur a répondu à Piquet en lui disant « Ok, on va organiser quelque chose. » Et donc, on réserve une prochaine émission, pas celle de la semaine prochaine, peut-être pas, mais très bientôt sur cet artiste qu'il faut vraiment découvrir ou redécouvrir. Voilà, on a fait à peu près le tour, je pense, de ce qu'on avait vu donc sur Pissarro. Ouais. Rajouter que les copains de Pissarro étaient pas n'importe qui. Il côtoyait donc Maximilien Luce, qu'on aime beaucoup, Armand Guillaumin, dont on a aussi parlé dans ces émissions, Octave Mirbeau, que j'aime beaucoup, ce critique d'art, et puis donc Ludovic Piette qu'on a découvert, Cézanne, Gauguin, Monet, enfin voilà, pas des moindres. Et je pense aussi Van Gogh, non ? Probablement, oui. Ouais, Van Gogh, ouais. Oui, et on vous parlera peut-être une autre fois, une autre émission sur on peut dire cette école de Pontoise, en quelque sorte, pourquoi pas, justement de ce Piètre qui était un ami et aussi un compagnon de route des Anards, mais discret. Enfin, c'était pas quelqu'un qui proclamait ses convictions comme ça, c'était quelqu'un de réservé, mais avec une peinture très lumineuse et une peinture qui témoigne, si vous voulez, de l'histoire populaire de Pontoise. Voilà. Ce qui est très rare chez les artistes de s'attacher comme ça à la vie quotidienne d'une ville ou d'un village. Mais c'est ce qu'a fait Piètre, et de belle manière, avec quand même des grandes toiles. Enfin, et puis il y a dans ce musée Pissarro à Pontoise, il y a quelques artistes comme ça qu'on a eu du plaisir à découvrir, vraiment. Voilà. Elle avait sous sa toque de marbre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, on n'avait plus de mère.
Et depuis 1900, elle demeurait chez sa vieille aïeule, ou qu'elle s'élevait comme ça, toute seule, rue Saint-Vincent. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, sous le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, elle remontait par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. Elle voyait par les nuits de gelée la voûte étoilée et la lune en croissant qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. L'été par les chauds crépuscules a rencontré Jules qui était si caressant, car restait la soirée entière avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la Gerse. Aussi l'adolescent, voyant qu'elle ne marchait pas au pentre, d'un coup de surin, lui troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couchée sous la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'ensevelissant, les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de ses noces, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Voilà, c'était Cora Vauquer, rue Saint-Vincent, hein, pour évoquer ce Montmartre qui a inspiré les frères Pissarro. Ouais, qui a inspiré beaucoup de gens, Montmartre. Voilà, maintenant c'est un petit peu moins drôle, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie du fric. Bon, tout de suite, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre, sans pub. Araka qui se termine. Il y en a qui doivent dire ouf, enfin on va être un peu tranquille et on va arrêter de nous polluer les oreilles, les esgourdes, les palourdes, ce que vous voulez. Pikeko va vous causer des exploits pas manquer. Alors dans les expos à pas manquer, donc à Pontoise, donc ce musée Tavet de la Cour, cet ancien vicariat, et le musée Pissarro, qui sont très faciles à trouver. De la gare, on monte tout droit jusqu'à la cathédrale et après, on trouve derrière, le musée Tavet de la Cour et on redescend et on arrive au musée Pissarro, à l'ancien château. C'est très facile à trouver. Et gratuit. Et gratuit, le musée Pissarro. Par contre, ouvert l'après-midi, à partir de 14h. Ouais, voilà, c'est ça. Et nous, on a eu Emmanuel qui nous a reçus. C'était très, très sympa. Très, très sympa. Ouais. Voilà. Et donc, sinon, dans les expos, il y a Publico, il y a une exposition qui s'appelle Fragile. C'est Frédéric de Valenne qui expose du 15 janvier au 10 février 2016. Et donc, un vernissage le 14 janvier, c'est-à-dire jeudi, à partir de 18h. Voilà, la peinture, disons, outsider un peu, voilà. Mais enfin, ça a l'air assez gentil quand même. Ouais. Et au musée, donc, Pissarro, peut-être qu'on reviendra à une émission, peut-être spécialement sur ce musée, parce qu'on a fait des découvertes sympas sur les peintres qui étaient là, entre Ludovic Piette, il y avait un Daubigny, il y avait un Caillebotte, un Paul Signac. Deux que tu as particulièrement aimé, toi, de Clovis Cousin. Alors par contre, j'ai rien trouvé sur ce peintre-là. Voilà.
Ben voilà, vous êtes au jus, hein, les copines. Il et faut les y aller, copains. faut y aller. Faut y aller. On a hein. notre Jean-Claude qui a dit, moi je vais y aller, Ouais, donc bah, faites comme Jean-Claude, foncez, quoi. Non mais Jean-Claude, il est extraordinaire cet auditeur parce que il a un dictionnaire sur lequel il regarde tout ce dont on parle, il regarde, il prend des informations complémentaires, voilà. Non, c'est bien. Des auditeurs comme ça nous fait vraiment, voilà, c'est pour eux qu'on fait cette émission. Ouais. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Cante, cante, cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.